tous, aujourd'hui, on reçoit un expert de la Champagne, un expert de la dégustation. On reçoit Geoffrey Orban. Bonjour Geoffrey. Bonjour David. On va faire une petite présentation du domaine, de sa situation, et puis une présentation des cuvées qui sera en relation avec la typicité de notre terroir. Donc je vais laisser l'expert parler. On va dire que moi je suis le vinificateur, et Geoffrey c'est vraiment l'expert qui met en relation les typicités du terroir et le vin. Ok, alors David, tu es dans cette très belle vallée, la vallée du Belleval. Oui. Donc à Belleval-sous-Châtillon. Il faut imaginer que nous sommes dans la vallée de la Marne. La vallée de la Marne, c'est la plus grande région en termes de superficie de la Champagne. Donc on commence beaucoup plus en bas par ici, par la vallée de la Marne, et on va avoir une incision d'une vallée secondaire qui va remonter comme ça dans le vallon. On va remonter le plateau pour arriver dans ce petit coin de paradis, là où tu es. C'est ça, c'est ça. La vallée du Belleval, donc avec Belleval-sous-Châtillon. Donc ça fait un petit vallon avec un terrain qui est entre guillemets issu d'une sédimentation qui date d'à peu près 40 millions d'années. 40-42 millions d'années, nous sommes au Lutétien supérieur. Il faut imaginer que les régions, c'est une belle lagune dans laquelle on avait des petits animaux qui venaient, entre guillemets, quelquefois se baigner, d'autres descendre et sédimenter, des calcaires, des argiles, et ce qu'on appelle des marnes, donc du calcaire et de l'argile mêlée. Donc des roches qui vont donner à la fois de la puissance, de la salinité, et puis l'argile, de la mâche et de la gourmandise, notamment dans les vins. Alors du coup, je le répète souvent dans mes explications, Belleval c'est un secteur assez froid et c'est assez simple à comprendre. On a les bois qui sont assez autour avec un vignoble qui est assez encaissé. Donc avec ça, le marqueur de ce côté particulier, c'est des températures un petit peu plus fraîches l'hiver, c'est des sols un petit peu plus frais. C'est pareil, des dates de vendange par rapport à l'ensemble de la Champagne qui sont plutôt sur la fin. On est dans l'un des derniers secteurs de la Champagne à démarrer les vendanges. Voilà, c'est vraiment le côté fraîcheur, en fait, on va le retrouver un petit peu tout à l'heure, sur les vins. C'est vraiment ce qui marque le terroir. Et puis, le terroir de Belleval est décomposé en 3 morceaux. On a ici le village principal. On a aussi ici un terroir un petit peu plus en dessous du village de la Neuville de Méris. Et puis on a un secteur ici idyllique, on va dire, qui s'appelle le Paradis, donc c'est un petit hameau. Et donc nous, nos vignes sont réparties sur ces 2 îlots, et l'îlot de Belleval et l'îlot de Paradis. C'est ce qui est assez particulier chez nous, c'est qu'on a un seul terrain de jeu, un seul village pour exprimer notre travail et en ressortir des cuvées. Donc c'est assez sympa, puisque d'un tout petit terroir, on arrive à ressortir des choses très particulières au fur et à mesure des millésimes. Donc combien de surface et combien de parcelles sur ce secteur? Alors on a 5,5 hectares, donc répartis sur ces 2 îlots. On a un peu plus de 21 parcelles exactement. Alors avec bien sûr des parcelles qui de temps en temps qui se touchent, et au niveau de l'encépagement, donc on a 4 cépages, on est à 80% meunier, donc la vallée de la Marne c'est le meunier, donc nous on n'y échappe pas ici, c'est vraiment notre cépage de cœur, le meunier. Donc 80%, on a 15% de chardonnay. C'est effectivement un secteur assez froid, assez gélif, où le chardonnay de temps en temps il a des difficultés un petit peu, mais par contre quand il s'exprime, c'est des chardonnays très très expressifs, notamment sur le fruit. Donc là 15% de chardonnay, on a 4% de pinot noir. Ça représente une toute petite partie qui est ici sur le secteur de Belleval. Et puis dernièrement, il y a 5 ans maintenant, on a planté une petite parcelle de pinot blanc pour ajouter une palette un petit peu différente et pour explorer un petit peu ce que le pinot blanc pouvait donner ici. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le pinot blanc, historiquement, était présent dans le sud de la Champagne, mais également dans la vallée de la Marne, de manière très importante. Donc c'est un juste retour des choses aussi. Oui, et effectivement, avec, on va dire, un petit peu le réchauffement climatique, où les maturités sont un petit peu plus élevées, je pense que ça peut s'exprimer assez facilement. Ok, donc juste pour faire un petit complément, nous sommes en haut de vallon, donc ici vous êtes sur le plateau, et sur le plateau, vous êtes ici à l'abri du soleil levant. Donc en fait, les vignes vont voir le soleil et vont voir le couchant notamment. Ouais, donc effectivement, lorsqu'on a des belles saisons estivales,
eh bien, ça permet de prolonger aussi la sensation et d'équilibrer justement ces terres froides, mais avec des coteaux qui sont quand même assez bien pentus. Hein. Oui. Venez sur le secteur, hein, vous verrez. Hein. Les terres sont très amoureuses, elles s'accrochent un peu aux chaussures, ouais. Mais c'est simplement pour vous aimer et pour vous dire, venez déguster un peu, vous allez retrouver cet amour, cette sensation tactile dans le palais. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Oui. Alors David, la première cuvée, c'est la cuvée Reflet Naturel. 100% meunier. Alors nous rappelons que le meunier est majoritaire sur Belval-sous-Châtillon, 88% de meunier. Et là, c'est 80% dans la cuvée, c'est ça? Oui, alors là, celle-ci, c'est même 100% sur la cuvée. Alors avant de déguster, avant de vous parler de cette cuvée Reflet Naturel, qui est un peu l'ADN de la maison, j'expliquais très brièvement notre façon de travailler. On a effectivement des cuvées qui vont marquer le terroir, qui vont marquer l'année. Mais la priorité que je me donne, c'est de refléter l'année viticole. Voilà. Chez nous, effectivement, on n'aura pas des choses lisses et des choses, on va dire, régulières tous les ans. On va par contre refléter l'année telle qu'elle est. C'est-à-dire que s'il y a des années, je ne peux pas faire, on va donner un exemple de rosé de saignée ou de chardonnay, de 100% chardonnay, eh bien je ne le ferai pas. Je ne vais pas m'imposer à faire les mêmes cuvées tous les ans. Je vais rechercher par contre à refléter l'année telle qu'elle est. Et ça c'est vraiment l'empreinte d'un vigneron. Oui. C'est-à-dire qu'un vigneron en Champagne, c'est d'abord aussi un vigneron. Donc un vigneron, il travaille avec son parcellaire qui va évoluer selon l'année. Et donc libre choix après au vigneron de sélectionner ce qui a bien marché dans son parcellaire pour élaborer ses cuvées. Donc il faut accepter aujourd'hui, hein, avant on fonctionnait pas comme ça, mais aujourd'hui il faut vraiment accepter qu'on ait des nuances dans les vins, puisque nous sommes sur des champagnes de vignerons, de vrais vignerons. Voilà, c'est effectivement ça aujourd'hui, notre marqueur, notre façon de travailler, c'est le reflet de l'année. Bien sûr qu'on va avoir cette cuvée Reflet Naturel, on va, puisqu'avec 80% d'encépagement en meunier chez nous, on va la retrouver tous les ans, mais tous les ans on aura des nuances sur cette cuvée qui vont être le marqueur de l'année, un peu comme le vin en général. Les goûts qui évoluent en fait, c'est les sélections de parcelles. Donc les parcelles qui ont des typicités différentes, donc ça peut faire évoluer des petites nuances plus ou moins vineuses, plus ou moins gourmandes et autres. Voilà, et pour répondre à cette façon de vinifier, eh bien nous, en fait, dès la vendange, on travaille d'une façon parcellaire. C'est-à-dire qu'on récolte une parcelle, on presse une parcelle, et cette parcelle va dans une cuve. Donc on a, par exemple en 2022, une vendange assez riche, on a une quarantaine de lots différentes. En fait, même si on a une vingtaine de parcelles, mais là on a 40 lots différents, puisqu'on a vraiment isolé les choses pour avoir, je dirais dans la caisse à outils assemblage, une palette très très large, et pouvoir choisir justement le meilleur, ou en tout cas le plus adapté pour chaque cuvée. D'ailleurs, peut-être qu'on peut donner une petite curiosité, peut-être un petit indice, c'est-à-dire que si on veut découvrir un peu ces petites nuances de terroir, peut-être qu'il faut venir te voir avant la mise en bouteille. Oui, pour pouvoir goûter ces petites nuances de terroir. Effectivement, on a ça, c'est la version finale, mais bien avant, et on l'a par rapport à 2022, effectivement, ça a été un terrain de jeu incroyable. Et quand on a les bouteilles de vin clair, donc avant la mise en bouteille, quand on a les bouteilles de vin clair, là on se régale parce que on a ces nuances de terroir, justement. On a quelques bandes de terre, que ce soit sur Paradis, que ce soit sur Belval. On a des choses très très différentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. N'oublions pas qu'avant, on assemblait déjà. Et on n'avait pas forcément le goût de chaque parcelle révélé. Non. Donc en fait, le vigneron ne pouvait pas voir un peu l'évolution de ses pratiques viticoles en termes de vin, puisque tout est déjà préassemblé, ou voire même assemblé au pressoir. Alors que chez un vigneron, on peut se permettre, quelquefois, comme c'est le cas ici, justement de pouvoir toucher comme ça le résultat dans le vin tranquille avant de devenir champagne. C'est ça, on est dans un souci d'aller détailler vraiment notre travail. Voilà. Ok. Et ben on va y aller pour la dégustation. Donc explication, donc cuvée Reflet Naturel, donc je disais c'est l'ADN de notre maison, c'est le reflet de nos pratiques, c'est le reflet de la maison, c'est le reflet du terroir. Donc voilà, cuvée qui s'appelle Reflet Naturel, et ici on est sur une base 2019. Voilà. Alors ça peut paraître effectivement un petit peu jeune, mais on a sur notre cépage meunier un côté fruité qui arrive très très vite, qui mûrit très vite, et surtout qu'on va chercher une maturité sur ce terroir. On va chercher une maturité, voilà, entre
sur ce millésime 19, on était proche de 10,5. Donc on va chercher la maturité. Et du coup, ça amène des choses prêtes relativement plus tôt qu'un chardonnay qui lui a besoin de s'affiner. Oui, et puis 2019, c'est un très beau millésime en Champagne. On a du fruit, on a de la fraîcheur. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hein, oui. Il y avait un bel équilibre, voilà, effectivement. tout à fait. Et on n'était pas sur des rendements très très élevés. Hein. De mémoire, c'était 10 500, 11 000 kilos. Donc c'était pas très très élevé et ça permet d'aller chercher cette concentration justement. On va découvrir ensemble un peu cette concentration. Et puis on va essayer de voir un petit peu comment ce vin est emprunté entre guillemets de son terroir. N'oublions pas également que dans une bouteille de champagne, vous avez à peu près 12% en volume d'alcool et vous avez 80% d'eau avec notamment beaucoup de sels minéraux. Et ces sels minéraux sont les sels puisés notamment par les racines de la vigne dans leur terroir. Donc si vous voulez, c'est un peu l'empreinte environnementale que vous avez également lorsque vous dégustez un champagne. Donc nous avons toujours une mousse au versement qui est un petit peu chantante ici, qui reste toujours éphémère, mais qui laisse ici un joli collier de perles ou une collerette. Hein. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Alors là, je vais laisser parler l'expert, parce que là, vous allez faire un voyage en fait. Hein. Bon, après, on a des bulles qui sont très très fines, qui sont assez vives. Donc les bulles, il faut bien comprendre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ont du mal avec l'effervescence quand on déguste du champagne. L'effervescence vous amène simplement un côté crémeux qui va ensuite laisser parler la structure du vin et va notamment le porter aussi. Donc une couleur qui est d'un jaune pâle soutenu. Voilà, on est un nez, premier nez sur la fraîcheur. On a, alors, sur des terroirs comme ça un peu variés, calcaire, argile, marne, les calcaires vont s'exprimer souvent sur le meunier assez rapidement. Parce que sur le meunier, le calcaire va notamment générer des notes à la fois d'agrumes. Ici, on a ce côté un peu orange, orange, clémentine, mandarine. Et puis l'argile va notamment amener toutes ces notes un peu de fruits charnus à noyaux. On peut avoir le coin, la pêche notamment. Et ça va venir avec un peu d'aération. Donc, il a besoin de s'ouvrir un petit peu, de se réchauffer. Oui, tout à fait. Mais en même temps, la fraîcheur permet justement d'apprécier ces agrumes. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous prenez ce champagne de l'entrée au plat et au fromage, vous apercevrez que ce champagne dégusté frais sur ces agrumes, vous allez pouvoir vous amuser avec des Saint-Jacques, avec des réductions de jus de clémentine, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'argile, donc de la puissance et de la générosité et de la mâche, là, vous pourrez continuer éventuellement sur des plats plus charnus comme de la volaille, du veau par exemple, qui adore le meunier. Le meunier adore le veau, ou le veau adore le meunier, je sais pas. Ils sont faits pour s'entendre. Voilà, les petites notes un peu épicées, un peu fumées arrivent. Hein. Donc là, la terre arrive, si vous voulez. Côté un peu terreux, la richesse. Quand vous dégustez de l'argile, ce qui est mon cas très souvent, oui, je suis encore en pleine forme, hein, mais eh bien, vous êtes sur des notes comme ça, un peu terreuses, un peu fumées comme ça, et ça booste toute la gourmandise fruitée de fruits charnus qu'on va trouver dans ce vin. D'où également l'aspect très accessible de la cuvée. Voilà, ce côté un peu pomme-coin, les petites épices, l'amande, hein, le meunier sur l'argile, c'est l'amande aussi, donc qui amène un petit côté gourmand supplémentaire. On va comme le mettre en bouche, Oui, parce que là, j'en peux plus. Hein. Ça salive, effectivement. Voilà. Donc on a bien cette sensation de franchise calcaire. Donc lorsque vous faites tourner un peu votre champagne, pendant ce temps-là, vous avez un petit rayon qui vient exciter vos glandes salivaires et qui active une salive très, très fluide. D'ailleurs, vous voyez que je suis en train de parler, je salive en même temps. Et puis j'ai un marqueur un peu dans les joues comme ça. Ça, c'est l'argile un peu qui est douce. Hein. On voit que c'est... je rentre un peu dans la terre, mais en même temps, quand vous ramassez de l'argile, ça colle et c'est gras. Donc j'ai exactement la même sensation. Ça s'accroche, en même temps j'ai une certaine sensualité, un côté tactile qui est assez velouté. Donc une belle fraîcheur, une belle tension, les beaux agrumes. Hein, j'ai un joli retour là un peu sur l'orange, tu vois, orange mandarine, voilà. Et puis derrière j'ai un peu de gourmandise, ce fruit charnu qui est quand même assez, qui est présent mais qui domine pas. Alors, tout est vraiment dans l'équilibre. Bravo pour l'assemblage. En fait, ce qu'on souhaite aussi dans les champagnes, c'est... Marqueur, tu l'as dit tout à l'heure, l'effervescence. Et l'effervescence, on la prend avec légèreté, il y a un petit côté aérien. Légèreté, tout simplement, pour qu'on puisse avoir un équilibre entre les arômes. Moi, c'est ça que je voulais quand on a travaillé ces nouvelles cuvées.
C'est effectivement ce que je voulais dans ces champagnes, c'est qu'on ait cet équilibre qui nous permette d'avoir un côté très digeste et puis une buvabilité, on va dire, un champagne très facile et très accessible. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'après aération, on revient un peu sur les embruns marins, et qui est une vraie signature, entre guillemets, de la mer qui se retire. Et la lagune arrive, mais on est encore sous influence quand même légèrement marine sur les brises qui passent sur le secteur. Et on retrouve ça justement un peu à l'aération. Donc c'est un vin qui est très accessible, mais qui possède beaucoup de nuances et qui est vraiment très intéressant en termes de gastronomie, soit en se faisant plaisir avec les convives, ou comme je vous l'ai dit, en développant comme ça quelques plats inspirés, soit à tendance iodée, un peu plus gourmande, pas de trop. On aura d'autres cuvées pour ça. Oui. Et un champagne, voilà, on va dire presque un peu passe-partout, mais qui est vraiment déjà très emprunté sur son terroir. Bah, qui a un marqueur effectivement entre le côté un petit peu salin là, et puis cette fraîcheur, ce fruit. Et la deuxième chose, on va dire que moi je voulais absolument faire ressortir, eh bien c'est ces arômes, c'est cette notion de vin. Et pour les faire ressortir, on a dosé très très léger. On est sur 1,5 g ici. Donc toute notre gamme est en extra brut. Et bah, on va apporter des nuances suivant les millésimes. Il y a des moments où ce sera peut-être 3 grammes, il y a des moments où ce sera 1 gramme. Voilà, tout dépend. Et c'est pas une vérité sur le dosage, mais en tout cas, nous, ce qu'on recherche, c'est alléger ce dosage pour faire ressortir les qualités du vin et faire ressortir tous ces arômes, en fait. Et on voit que la finale, elle est nette, précise, et on a une belle virgule qui se détend et qui fond dans la longueur. Et non, c'est vraiment un très bel équilibre de vin. Et je pense que pour un entrée de gamme, on est déjà sur un bon niveau. Bon. C'est un vin qui a besoin de s'ouvrir un petit peu aussi. On peut la boire et quand il va s'ouvrir un petit peu, quand il va se réchauffer, on n'a pas besoin forcément de le mettre très très au frais. Il va s'exprimer encore plus, il va s'ouvrir encore un petit peu plus. On va être sur un petit peu plus de complexité. Les fruits un peu sur les agrumes vont évoluer un petit peu pour être encore un petit peu plus costaud, on va dire. C'est ça. D'où la progression de ma table avec la température. Oui, voilà. C'est ça. Donc, seconde cuvée qui s'appelle La Guérie. Donc là, c'est, on va dire, une photocopie un petit peu de l'échantillonnage du terroir au niveau des cépages. Voilà, donc on va avoir les 3 cépages. Et aussi, avec dans le cépage meunier, des vins de réserve. Donc là, à la limite, je vais te laisser même expliquer ce que c'est que les vins de réserve et leur utilité. Effectivement, les vins de réserve, en fait, lorsque vous faites votre assemblage, l'idée c'est de sélectionner des vins que vous allez mettre en réserve. Donc c'est-à-dire que vous allez utiliser l'année N+1 entre guillemets, l'année d'après par exemple. Sont des vins qui sont intéressants parce qu'on va les sélectionner parce qu'ils gardent du potentiel bien sûr d'évolution, un potentiel qui va également servir à marquer également une cuvée par rapport à une typicité, et puis également de chercher à équilibrer aussi une certaine fougue, une certaine jeunesse donc du vin de l'année que l'on va un peu compenser par une certaine quantité, une certaine proportion de vin de réserve que le vigneron choisit en fonction de ce qu'il veut faire tout simplement. C'est ça. Donc là, effectivement, on est sur une base du millésime 19, encore, mais les vins de réserve, ils proviennent, il y en a un petit peu de 2018 et un petit peu de 2017. Voilà. Donc ça va être un vrai marqueur pour avoir une cuvée différente du reflet naturel, qui était sur la fraîcheur, qui était sur le fruit. Ici, on va avoir un champagne un petit peu plus complexe. Voilà. Donc on va le goûter, et puis vous allez encore avoir les commentaires. Donc toujours une belle tenue de mousse au versement. Donc ça, n'oubliez pas, quand vous versez un champagne, profitez également de cette acuité visuelle, de ce plaisir que vous avez comme ça, à profiter d'une belle mousse lumineuse et bien blanche, entre guillemets. Donc une couleur de champagne là, qui tourne un peu plus vers l'or cette fois-ci. Ouais. Voilà. C'est dû au vieillissement, effectivement. Voilà, et puis effectivement, un apport de pinot noir. Alors le pinot noir, vous ne savez peut-être pas, mais dans la baie de la Marne, tout le monde ne pense pas forcément à la qualité et à la race, à la puissance, notamment que peut avoir les pinots noirs de la Vallée de la Marne, et notamment sur le secteur. Plus vous êtes sur des terroirs un peu riches et frais, le pinot noir prend une dimension exceptionnelle et qui va marquer la cuvée.
Donc là, on va vraiment, je pense, avoir une vraie différence quand même avec la cuvée précédente. Donc, effectivement, on a une grosse dominante de meunier. On a 60% meunier, mais il y a du chardonnay, il y a du pinot noir. Et chacun des cépages va trouver sa place. Et là, effectivement, il y a déjà au nez un petit marqueur du pinot noir. Oui, par rapport à la cuvée précédente, reflet naturel, là, le meunier, on est un peu plus sur la fleur d'oranger. Les notes un peu plus de fruits blancs charnus. Le tilleul également. Et puis le pinot noir arrive et nous amène à la fois son côté floral, donc ce côté un peu violette, la pivoine, son côté cassis, la belle fraîcheur sur la framboise par exemple. Et puis ce côté un peu plus gourmand sur la quetch, donc très typé également des terrains un peu plus riches. Limite un peu le dessus de la tarte, un peu sur le... Ouais, les quetch un peu chaudes, hein, ouais. Un peu sorti du four. C'est ça. Donc on est à la fois sur un fruit assez généreux, un côté floral, et puis un petit côté un peu légèrement pâtissier, hein, effectivement, que l'on sent. Quelques petites épices douces un peu naissantes. Alors ça peut être poivré, ça peut être un peu réglissé, mais aujourd'hui c'est dans la nuance, mais en quelques années ça va vraiment dominer. Ouais. C'est un vin qui a un joli potentiel également d'évolution. Le chardonnay, c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous par rapport aux autres, mais il est là aussi pour maintenir l'ensemble. Il amène un peu l'attention. Voilà. Ouais. Voilà, donc vous avez une attaque qui est très courte. Le vin monte rapidement dans le palais, s'accroche bien. On a une belle mâche et avec une finale qui est très croquante, avec une longue persistance tactile, saline, avec une petite légère amertume. Donc c'est multi-savoureux, si vous voulez, multisensoriel. On a un peu d'umami. L'umami, ça va vous rappeler le goût du comté, des jambons crus. Donc là, on peut déjà imaginer ça. Vous voyez, un comté 24 mois, des chiffonnades de jambon de Parme entre 16 et 30 mois. Et puis bien sûr, cette petite mâche là qui nous emprunte avec un peu de... On en a encore. Voilà, un peu ce film argileux, et bien là, on peut passer le cap. Hein. C'est-à-dire l'écaille, le magret de canard. Si vous aimez le canard avec une petite purée fine, hein, vous voyez, notre petit parmentier de canard. On peut réveiller un peu notre purée de quelques petites épices douces. L'entrecôte. Ouais, une belle entrecôte là. C'est effectivement ce qui caractérise cette cuvée, c'est que là on peut commencer à manger avec. Exactement. En sélectionnant un petit peu les plats, voilà, il y a ça se dégage une puissance, une complexité, et effectivement du coup ça peut rivaliser avec des plats. Donc là, pensez à la caille, hein. Pensez à une caille, pensez à un petit pigeon désossé avec un petit morceau de foie gras, un peu d'épinard qu'on va cuire comme ça, entre guillemets en feuilleté. Enfin, on a l'eau à la bouche. Hein, on a beaucoup d'éléments à vivre avec ce champagne vraiment de table. Hein, moi j'appelle ça vraiment des champagnes de table. Vous allez évoluer vers des Cantal affinés entre deux, des choses comme ça. Hein, on va vraiment s'amuser. Hein. En plus, on a un plaisir presque immédiat, donc vous pouvez même vous faire plaisir tout seul. Quelquefois, il y a des champagnes de repas qui sont peut-être un peu trop vineux. Là, vous avez toujours une fraîcheur latente. Je rappelle au passage que la fraîcheur n'est pas forcément liée qu'à l'acidité. Dans les argiles, vous avez des fraîcheurs intrinsèques que seulement les petites racines vont aller chercher. Et ça, c'est le vigneron qui donne le signal aux racines de rentrer comme ça dans la roche pour aller chercher ces fraîcheurs qui émanent. Ici, vous êtes un peu sur des notes un peu de menthe, vous voyez. Et ces notes de menthe, eh bien, ce sont des molécules qui vont exciter vos récepteurs, vos thermorécepteurs, donc vous donnent une sensation de fraîcheur qui est donc différente de celle de l'acidité. Et ça permet de véhiculer toujours une fraîcheur dans le palais et donc de laisser le plaisir toujours avenant et de prolonger justement l'effet de bouche. Donc très très belle cuvée, vraiment à déguster, à se délecter à table. N'oubliez pas. C'est ça. Donc juste pour finir, pour être un petit peu dans la même lignée, déjà du millésime et puis du reflet naturel. Donc c'est dosé 1 gramme ici. Donc pareil avec légèreté pour que ces arômes prennent la place. Voilà. Alors on attaque la dernière cuvée de cette dégustation. Cuvée à caractère très particulier. Et là on est vraiment dans le cadre un petit peu éphémère de ce qu'on avait dit tout à l'heure, où là, cette cuvée, eh bien, elle est faite 1 an sur 3, sur 4. Ça dépend vraiment du marqueur de l'année. Ça dépend vraiment, quand je le sens, en fait, suivant la qualité de la vendange, suivant la maturité.
Donc ici, c'était une cuvée, vous le voyez déjà au niveau du visuel, cuvée un petit peu à l'ancienne, faite avec du ficelage à l'ancienne. Donc le ficelage, eh bien c'est ce qui a précédé les muselets d'aujourd'hui. Donc les muselets, voilà, qui est ici. On revient au XVIIe siècle. Hein. Voilà, donc là on revient très loin, effectivement. Donc on a voulu la rendre à l'ancienne, tout simplement, ou en tout cas lui donner cet aspect à l'ancienne, parce qu'elle a un itinéraire très simple, je dirais, dans sa vinification. Il n'y a pas de filtration, il n'y a pas de passage au froid, on est vraiment je dirais, dans le minimum, et du coup on a voulu donner ce petit look. Et cette cuvée, eh bien, on a joué avec notre cépage meunier, donc c'est un 100% meunier, et un meunier qu'on a à la différence des autres cuvées, qui elles sont en cuve émail et cuve inox, et bien ici on l'a mis en tonneau. Voilà. Donc avec un élevage d'une 15aine de mois, on n'a pas de fermentation malolactique, et on va y venir un petit peu après, donc pas de filtration, pas de passage au froid, en tout cas un passage au froid qui est naturel, c'est-à-dire qu'on a sorti les barriques dehors quand il faisait un petit peu plus froid, quand on avait des températures en dessous de zéro, et voilà, on a un champagne, un meunier en tout cas, qui est complètement différent. Et le travail sous bois, hein, souvent, dans la manière d'évoquer le travail sous bois, quand c'est bien intégré au vin, on parle d'orfèvrerie. Et cette cuvée, je crois, s'appelle... Exactement, donc c'est un petit jeu de mots. Oui. C'est une cuvée, donc alors un blanc de meunier, on appelle ça un blanc de meunier. Vous avez les blancs de noir qui sont faits à partir des cépages noirs. Et donc cette cuvée, on a voulu l'appeler blanc de meunier, puisque c'est 100% meunier, et on l'a appelé l'or de Fèvre. Donc cuvée œnoclimatique, une seule parcelle. Oui. Sur le cépage, donc le meunier. Oui. Donc la parcelle, c'est l'église à... C'est l'église donc, qui est située je dirais, à la fin du village, vraiment sur l'îlot Belleval, sous Châtillon. Et donc une seule année de récolte. Voilà, et là on est sur le 2016. Voilà, ouais, une belle mouche chantante, hein, je l'entends d'ici. Hein. Oui. Donc une étiquette qui reprend également l'aspect bois, hein, c'est ça. Au niveau de la couleur. Oui. Donc il y a une couleur, mais qui est effectivement pas trop par rapport à la guérie. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire, le travail sous bois également clarifie naturellement les vins et amène des couleurs qui sont pas trop prononcées, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et souvent, quand on fait des dégustations comparatives, souvent ceux qui ont été travaillés sous bois ont des couleurs beaucoup plus claires, des robes beaucoup plus claires que les autres. Parce que ça respire, effectivement, c'est un matériau qui donne beaucoup de respiration. Voilà, et puis les lits captent également un peu de pigments colorants. Ouais. Donc on est effectivement sur une robe qui est très lumineuse, hein, bien profonde, avec un aspect un peu satiné, qui va nous donner l'information d'avoir un peu de matière à attendre quand même dans le palais. Hein. Ça engage beaucoup à la dégustation. Hein. Donc un premier nez qui est assez généreux sur l'aspect un peu pâtissier, mais un boisé qui n'est pas un boisé sec. On n'est pas du tout sur l'aspect planche. Là on est un peu sur l'aspect effectivement légèrement vanillé, mais on a déjà aussi ce côté un peu noiseté, un peu fruits secs, légèrement toasté. Hein. Quelques petites épices, et on sent que derrière le meunier apprécie cette vinification. On apporte un peu d'oxygène. Hein. Puis on fait respirer le vin dans le fût. Hein. Donc ce sont des vins sur ces terroirs, l'église, hein, les glaises, donc c'est les argiles assez riches. Donc ça a besoin de respirer. Et généralement, ces terroirs-là prennent bien le bois, justement. Puisque le bois ramène un enrobage, et l'argile amène également l'enrobage. Donc enrobage sur enrobage, ça se mixe assez vite lorsqu'on fait la vinification, et en élevage également. C'est un peu la particularité des terrains argileux sous bois. Donc là, rapidement, on a ces notes comme ça, justement, un peu de fruits, et de belles fraîcheurs qui s'expriment également. Le meunier commence vraiment à s'exprimer. Ouais. Alors ça a besoin de s'ouvrir un petit peu, hein, parce qu'on est sur 2016. Oui, c'est jeune. Donc c'est comme quand on ouvre un vin, tout simplement, qui a quelques années de bouteille. Donc ça a besoin de s'ouvrir un petit peu. Donc là, on est un peu sur les fleurs des prés, comme si on était sur une petite prairie. Une prairie certes riche, hein, parce qu'en dessous, on a quand même une terre riche. Hein, mais on voit bien que ici, on a un côté, entre guillemets, naturel qui prédomine. On a presque envie de se poser avec une serviette dans la parcelle de vigne. Ouais, c'est vrai. Et de respirer ces belles odeurs de fleurs et de plantes sauvages.
Ça sent la nature, effectivement. Ah oui, non, mais c'est un coup de fraîcheur, vous pouvez même pas imaginer. C'est un élan de fraîcheur, comme si on est au fond de vallon, donc on a la brise comme ça qui remonte dans le vallon, et vous profitez de ça. En même temps, la brise s'accompagne des odeurs des bois, des odeurs des prés, de l'herbe, et on a toute cette fraîcheur, cette brise-là qui s'offre à nous. Et puis d'un seul coup, ce meunier gourmand, un peu sur la pêche, comme ça, qui commence à pointer. Pêche, un peu mangue, ce côté orange, bien sûr, qui est toujours présent, la belle fraîcheur. Côté orangé, zeste d'orange un petit peu. Ouais, tout à fait, hein, ça c'est un joli marqueur sur l'ensemble des cuvées qu'on vient de déguster. Alors vous prenez en bouche, effectivement, toujours à table courte, le vin monte dans le palais, on s'y accroche, le bois aussi, mais c'est tellement bien intégré, tellement bien mixé, qu'en fait, quand vous mâchez la bouche vide, eh bien, on a comme si vous aviez des sucres comme ça qui redescendent des joues. C'est ça l'argile en fait. L'argile, c'est quand vous mâchez, vous libérez des choses des joues. Donc ça ramène toujours un peu de gourmandise, un peu de matière si vous voulez. En plus, on a une belle fraîcheur. Au niveau du dosage, je pense que c'est absolument parfait. On a un petit 2 grammes. Voilà. Ouais, 2 grammes. Ouais. Donc derrière, on laisse parler vraiment la matière pure du terroir. Ce meunier, on est presque dans la pulpe du meunier là. On est presque dans la cellule là. On croque voilà. Effectivement. Et ce côté sans malo, donc c'est-à-dire qu'il y a une fermentation qui se passe après la première fermentation alcoolique, qui sur certains vins on fait ou on fait pas. Et là on a décidé de ne pas la faire pour garder cette fraîcheur qui va du coup être en équilibre avec le côté fruité du meunier. Tout à fait. Et donc ça prolonge cet effet de fraîcheur. Et n'oublions pas qu'un travail sous bois, c'est là pour notamment créer et valoriser des vins de garde. Le travail sous bois, ça sert à ça. C'est pas pour boiser. Non. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la concentration, de la respiration aussi, à des vins qui ont assez de matière, qui ont une certaine puissance également, à exprimer dans le temps. Et là, on est sur un vin qui est bien sûr jeune, c'est 2016, mais oui. C'est jeune dans son expression. Ça en a sous le pied, effectivement, pour avancer un petit peu. Et puis pour revenir à ce bois, donc il y a plusieurs types de bois. Et nous, on est sur un fût qui a déjà travaillé. Donc c'est des fûts d'occasion. Fûts qui ont 3 vins. Et du coup, ça permet d'avoir des fûts qui ont libéré un petit peu leur tanin. Et ça permet d'avoir des fûts qui ne donnent pas trop d'aspect boisé, pour que le côté boisé ne prenne pas le dessus. Donc voilà, l'équilibre il est aussi à trouver sur ce côté-là, pour qu'on ait un équilibre entre le fruit, entre le bois et entre cette fraîcheur. Voilà. Donc là, si vous aimez le foie gras, on est dedans. La terrine de foie gras, le foie gras poêlé, bien évidemment, les petits croustillants de riz de veau, des choses comme ça. Sans oublier de ramener toujours une petite fraîcheur, soit sous la forme d'épices par exemple. Mais cette fraîcheur intrinsèque des argiles et le sang malo permettent également d'envisager des petits duos comme ça de poissons. On peut aussi aller sur les poissons, sur ce type de vin. Alors après, on ira chercher un peu de garniture riche, on est d'accord. On peut faire par exemple une petite panure d'amandes ou de noisettes, des choses comme ça. Mais avec des sauces également, on peut jouer sur le beurre, bien évidemment. Beurre noisette, beurre blanc et autres. Et cette fois-ci, on peut monter bien dans les fromages également, avec tout ce qui est un peu langre, Livaro, Pont-l'Évêque. Voilà, des fromages qui ont un peu de consistance, un peu de matière, mais qui gardent toujours une belle fraîcheur également. Notamment le langre. Si vous aimez le langre, le meunier et le langre, c'est comme avec le veau. D'accord. Donc ici, le veau, par exemple, partez sur des navarins, des quasi de veau, travaillé au miel avec des garnitures de patates douces à l'orange, de la butternut, des lentillons corail, etc. Il y a vraiment un plaisir de dégustation aussi complètement différent des autres qui nous est envisagé par ce vin. Et si on prend différents vins, donc différents plats, on peut vraiment s'amuser en gastronomie avec l'ensemble de ta gamme finalement. Oui, c'est ça effectivement, et du coup c'est celui-ci à réserver plus pour manger, parce que si on ouvre l'apéritif avec ce vin, derrière, il va être difficile de placer un autre vin. Donc effectivement, il y a toute une gamme qui est construite comme ça, parce que chaque champagne va avoir son moment, en fait. Alors, venez à Belle-Blasse au Châtillon, venez avec l'orfèvre, et venez déguster l'orfèvre sur la parcelle d'origine.
Et là, je peux vous assurer que profiter de la bise et profiter du moment présent avec le champagne issu de la parcelle sur sa parcelle, éventuellement avec le vigneron à côté, la vie est belle, quoi. La vie est belle à Belleval, Oui, à Belleval, hein. c'est vrai. Belleval, la belle vallée, hein, n'oublions pas ça. C'est ça. Belle vallée et bon vin. Eh ben, en tout cas, merci Geoffrey. Petite effectivement précision sur, je dirais, pour conclure la dégustation et expliquer un petit peu le cheminement de notre maison, puisque cette cuvée hors de Fèvre, eh bien, marque le début de notre nouveau virage. En fait, c'est la toute première cuvée que j'ai essayé de faire, tout simplement, puisque donc j'ai un petit peu plus de 40 ans et je me suis installé à l'âge de 20 ans sur l'exploitation. Et le modèle de l'époque, c'était le modèle coopératif. Donc mon grand-père, mon père était en coopérative. Et moi, en 2016, eh bien, j'ai décidé de tout arrêter. Donc sur la totalité de notre surface, donc un pari, je dirais un petit peu osé, une prise de risque, tout simplement. Mais aujourd'hui, je regrette pas, puisque à partir de notre premier millésime, notre première cuvée, c'était celle-ci. Et ensuite, eh bien, donc on a converti, je dirais, tout notre domaine à la vinification et à refléter nos pratiques et le terroir. Donc on est en 2023, on a quelques millésimes, je dirais, dans les pattes. Mais voilà, chaque année, on découvre de nouvelles choses. Et du coup, ça me fait plaisir que Geoffrey soit venu déguster pour avoir son avis d'expert. Bravo. Merci Geoffrey. Bravo à toi. Puis bravo pour ton travail. Merci. Merci. À bientôt.